En Afrique, les PME représentent près de 90% des entreprises et emploient plus de 60% des travailleurs. Mais leur accès au financement reste un défi majeur malgré leur rôle capital dans l'économie. Des systèmes de financement spécifiques à ces petites et moyennes entreprises ont été mis en place afin de favoriser leur croissance. Quels sont ces modes de financement? L'accès au crédit est-il facilité? Les taux d'intérêt sont-ils raisonnables? Quel impact ces systèmes ont-ils sur ces entreprises? Microfinance et mésofinance, le pari des PME, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Microfinance et mésofinance, le pari des PME, c'est le titre de cette émission. Avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Depuis avril 2021, la Caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants, KSE Djigiseme, a pour directeur général Tidjani Amadou Tall. Après un court stage à la BDM SA entre décembre 2001 et mars 2002, le jeune Tall rejoint KSE en septembre 2003 pour ne plus la quitter. De simple stagiaire au service juridique, Tidjani Amadou Tall gravit les échelons. De 2004 à 2006, le natif de Caille passe d'assistant juridique à responsable de budget, puis directeur des opérations d'intermédiation financière. Au regard du travail remarquable accompli, en août 2013, M. Tall est nommé directeur général adjoint KSE Djigiseme, avant d'en devenir, 8 ans plus tard, directeur général. Outre cette casquette, ce quarantenaire est administrateur, secrétaire adjoint de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Il est aussi l'administrateur de la société CIF Assurance Vie depuis 2022. Du point de vue académique, Tidjani Amadou Tall est titulaire des masters en audit et contrôle de gestion de l'École spéciale de commerce, d'administration et de l'entrepreneuriat et une maîtrise en gestion de la faculté des sciences juridiques et économiques de Bamako, obtenue en 2002. Il a également plusieurs certificats, dont une habilitation en gestion des coopératives d'épargne et de crédit de l'ISPEC, Institut supérieur panafricain d'économie coopérative. Marié et père de famille, Tidjani Amadou Tall, le directeur général de l'Union des KSE du Mali, est l'invité principal de Entreprendre. J'ai le plaisir de recevoir Tidjani Amadou Tall, le directeur général de KSE Djigiseme. Monsieur Tall, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci aussi de m'avoir invité. La Caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants du Mali que vous dirigez depuis 2021 accompagne les acteurs du secteur formel et informel, c'est bien cela? Oui, tout à fait. L'institution de microfinance KSE Djigiseme a été créée en 1996. Donc, c'était quand même sur le centre d'un projet canadien dont l'objectif était d'accompagner les PME au démarrage. Donc, la KSE a été créée pour accompagner les entreprises qui avaient déjà été créées et pour faciliter le financement de ces PME. Donc, il s'agissait d'abord, dans un premier temps, accompagner ceux qui étaient déjà opérationnels, une soixantaine, et puis voir dans quelle mesure accompagner d'autres PME également en termes d'octroi de financement dans le cadre de la microfinance. Aujourd'hui, on peut avoir une idée de votre portefeuille client? Oui, actuellement, notre sociétariat tourne autour de 34 540. Donc, je parle de sociétariat parce que chez nous, ce sont des sociétaires en fait.
Donc les clients, tous les clients sont détenteurs des parts sociales. Donc quand vous ouvrez un compte au niveau de notre institution, parce que c'est une institution mutualiste, vous devenez du coup sociétaire usager de l'institution. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique pour quelqu'un qui vient s'inscrire chez vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend les mêmes risques que n'importe qui au sein d'une entreprise? Non, c'est pas en termes de risque en fait. C'est-à-dire que le fait d'adhérer à la caisse c'est une caisse associative. Donc il fonctionne suivant les principes de la mutualité. Donc dès que vous adhérez à l'association, vous avez droit à acquérir une part sociale. Donc dès que vous achetez une part sociale, l'institution ouvre un compte à votre nom, ce qui vous permet de faire vos opérations d'intermédiation financière au niveau de la caisse. Mais du coup également vous devenez propriétaire usager de la caisse. Ça veut dire que vous avez le droit de participer à la gouvernance de la caisse, d'intervenir à l'orientation même de la caisse à travers les assemblées générales qui sont organisées chaque année au niveau de la caisse. Hormis Bamako, vous êtes également dans les régions, d'après ce que je comprends? Oui, la KSE actuellement occupe toute la partie sud du Mali, c'est-à-dire de Kay à Mopti. Donc notre agence la plus reculée dans la région de Mopti se trouve à Badiangara. Et nous avons actuellement 44 points de service, c'est-à-dire agences opérationnelles, donc qui offrent tous nos services au niveau de ces secteurs. Malgré leur importance dans l'économie en matière de création d'emplois, les PME, petites et moyennes entreprises, continuent de souffrir faute de financement, comme nous allons le voir dans ce grand angle signé Ibrahim Babi. Au Mali, les trois principaux dispositifs de financement des petites et moyennes entreprises sont les banques, les microfinances et les mésofinances. D'après la Banque mondiale, la part de financement de l'économie nationale par les banques est de 28%. Bien que ce taux reste relativement bas par rapport aux deux premières économies de l'UEMOA que sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ces institutions financières jouent un rôle central dans le pays. Le gros côté positif que ces institutions doivent jouer, c'est d'injecter l'argent dans les institutions, dans le pays, en passant par le financement des PME, en passant par le financement des entreprises, qui à leur tour emploient également d'autres personnes et font tourner l'argent. Mais si l'argent ne sort pas de façon fluide, alors ça devient stagnant. Le premier banquier ou bien le premier financier de l'entreprise, c'est le promoteur. Il faut disposer d'un capital nécessaire, d'un capital minimum nécessaire pour pouvoir faire face soi-même à son activité. C'est ce qu'on appelle l'autonomie financière. Si tu as une autonomie financière, la banque ne peut que t'accompagner parce que elle ne fait que ajuster cette situation financière. Vous avez des entrées attendues qui vont venir, la banque peut vous faire une avance. Vous avez des sorties programmées avec votre banque, vous les faites et les entrées viennent combler. C'est ce qu'on appelle les découvertes bancaires et d'autres moyens de financement. Les opérateurs économiques reprochent aux institutions financières de ne pas assez jouer leur rôle, notamment en matière de financement des projets. Le secteur financier national au Mali, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations avec certains outils, mais il reste encore beaucoup d'handicaps pour accompagner notamment des entreprises comme les nôtres. Et c'est un secteur financier qui sait financer le commerce direct, donc des conteneurs de produits importés qui arrivent sur nos marchés, qui vont être vendus et qui apportent du cash assez rapidement. Mais des entreprises engagées dans les développements avec une visibilité sur le court, moyen et long terme, les business models ne sont pas très bien compris par les acteurs financiers. Le secteur bancaire a une place très importante dans l'économie nationale, très importante. Elle ne joue pas son rôle, selon moi, de façon adéquate. Puisque si l'accès au crédit devient un problème, donc le financement de l'économie devient un problème. Considéré par de nombreux entrepreneurs comme le parcours du combattant, l'accès au crédit reste un défi majeur au Mali à cause spécialement des lenteurs, des garanties exigées et les taux de crédit jugés élevés, surtout dans les microfinances et les mésofinances. La plupart des entrepreneurs ont des difficultés à avoir accès aux finances auprès des banques, des institutions et autres. Au niveau des banques, on se plaint d'avoir des taux élevés de 13%, etc. Mais au niveau des autres structures, les taux sont encore plus élevés, et beaucoup plus élevés, et même le mode de remboursement
avec l'élévation de ces taux, font que l'emprunteur est directement plombé et il ne peut pas faire face à ses engagements. Pour une entreprise, si le taux dépasse déjà les 10%, ça devient très cher. Aujourd'hui, on se trouve entre 8 à 12%, ce qui est du cas des banques. Et pour les microfinances, ça peut aller des fois jusqu'à 22-23%. Je pense que s'il faut une comparaison, les microfinances sont très élevées, mais les entrepreneurs n'ont d'autre choix que d'aller vers ces microfinances vu que les conditions sont plus souples et ils sont plus à l'écoute des petites et moyennes entreprises. Selon ce spécialiste en finance, les entrepreneurs ont une part de responsabilité dans le fait de ne pas être financés, en particulier ceux qui ne présentent pas toutes les garanties de transparence. La difficulté d'accès au crédit ne provient pas forcément des banques, mais la difficulté provient également des entreprises qui sont pour la plupart en faiblesse, qui se ressentent par le fait que dans notre pays là, les états financiers ne sont pas très prisés. Donc les entreprises ne donnent pas la possibilité de retracer leur situation financière. Or, qui dit crédit dit situation financière saine. Si tu n'as pas une situation saine, il est difficile d'avoir un crédit. Créé en avril 2014, le Fonds de garantie pour le secteur privé est un établissement financier de cautionnement bancaire mis en place par l'État afin d'inciter les banques à financer les entreprises du secteur privé en servant de garantie financière aux établissements de crédit. En termes d'outils aujourd'hui au Mali, on peut saluer quand même le fonds de garantie du secteur privé qui est un bon outil pour garantir nos structures. Mais je trouve que c'est un fonds qui peut apporter beaucoup d'innovation, notamment des lignes de crédit avec un peu plus de souplesse pour financer l'amorçage et le passage à l'échelle des entreprises. Au Mali, nous avons une institution, le fonds de garantie pour le secteur privé, qui est quand même une institution assez intéressante et qui fait de très belles choses, en tout cas qui a dans son portefeuille de services de très bonnes choses pour nous entrepreneurs. Et moi, je prends juste deux produits. La garantie par rapport à tout ce qui est soumission. Donc, lorsque je postule sur un projet et que ce projet me demande des garanties, il me suffit juste d'aller voir le fonds de garantie et eux, ils sont prêts justement à aider les PME à avoir ces garanties-là. Donc les cautions également, ils le font. Et plus récemment, j'ai vu un autre produit qui est encore plus intéressant, c'est les avances. C'est que souvent, il peut arriver qu'on ait des marchés qu'on doit autofinancer, mais nous n'avons pas forcément la trésorerie pour le faire. Donc le fonds de garantie a ce service-là. Conscient du poids des PME dans l'économie mondiale, plusieurs projets de financement ont été initiés ces 10 dernières années pour les pérenniser. C'est dans ce sillage que la Banque centrale a mis en place un dispositif incitant les banques classiques à financer les PME. En contrepartie, ces banques pourront se refinancer facilement auprès d'elles. Monsieur Tal, après ce reportage, j'ai juste envie de vous demander comment justement vous analysez cette question du financement des PME au regard de ce qu'on vient de voir dans ce grand reportage. Oui, c'est-à-dire que la question du financement, je pense que généralement les institutions n'aiment pas les mêmes approches. Mais ce qui se passe au Mali, c'est que les gens sont généralement sous-informés en fait par rapport aux activités des institutions financières. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont là, mais en réalité, les gens ne vont pas tellement vers l'information. Et généralement, c'est des informations il y a moins de bruit, en fait, autour de ces informations-là. Sinon, actuellement, je pense qu'au Mali, le secteur financier est suffisamment diversifié. C'est-à-dire que les institutions sont multiples. Il y a près de 14 banques au Mali et qui n'ont pas forcément les mêmes approches en termes de financement des PME. Au niveau des institutions de microfinance aussi, c'est très disparate. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures actuellement qui ont été créées. Certains sont toujours sur le financement spécifiquement des femmes. Il y a des institutions qui sont dédiées au financement rural. Il y a des institutions qui sont dédiées au financement des groupes solidaires, des groupes démunis. Il y a des institutions qui sont dédiées au financement des PME, PMI et il y a des institutions qui sont même dédiées à la mésofinance.
Donc actuellement, le secteur est vraiment très diversifié. Donc, il faut donc s'informer. J'invite tout simplement les uns et les autres à aller vers l'information et à scruter davantage le secteur financier. J'ai le plaisir de recevoir deux autres invités pour animer ce débat. Je vais tout d'abord présenter Madame Rokiatou Traoré. Elle est entrepreneur verte, promotrice de la start-up Hero Alliance. Madame Traoré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que vous faites? Merci beaucoup. Donc, nous développons la chaîne de valeur des produits agroforestiers tels que le moringa pour des impacts économiques, environnementaux et sociaux. Donc, nous voulons créer des impacts économiques pour les femmes, surtout en milieu rural, en les amenant à planter des arbres, surtout le moringa, et à faire de nos fournisseurs effectifs de graines, de feuilles et de fleurs de moringa. Donc, nous voulons créer des impacts environnementaux en faisant de la plantation d'arbres une activité génératrice de revenus et qui peut également pallier à l'érosion, aux problèmes environnementaux que les producteurs font face dans le milieu rural. Donc, on amène les femmes à planter des arbres et on crée également des impacts sociaux en transformant des produits tels que le moringa, plein de nutriments antioxydants, anti-inflammatoires, en produits consommables qui peut être consommé journalièrement par les enfants, les femmes, les hommes et toutes les couches de la société. Bon, pour faire tout cela, j'imagine que vous avez besoin de financement. En tant qu'entrepreneur, qui plus est une femme, quel est ce regard que vous portez là sur cette question du financement des PME au Mali? Le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et être entrepreneur au Mali est très compliqué. Et la raison, c'est surtout l'accès au financement. Et il y a plusieurs sources de financement. Souvent, c'est les fonds propres. Souvent, c'est les familles, les parents, les relations. Ce qu'on appelle le love money. Exactement. Et il y a également le financement qui vient des institutions bancaires. Le financement classique. Exactement, le financement classique, les microfinances, les mésofinances, la mésofinance. Et il y a également les equity funds qui consistent aussi à vendre les parts de l'entreprise et à avoir des... Vous avez eu la chance de bénéficier de certains de ces financements, j'imagine? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Vous nous expliquerez dans quelques instants. J'ai le plaisir également de recevoir Amidou Diko. Monsieur Diko, merci d'avoir accepté notre invitation également. Je vous en prie. Vous êtes donc spécialiste en finance, vous êtes l'auteur du livre Entrepreneuriat au Mali, ce qu'il faut savoir pour réussir. Monsieur Diko, tout à l'heure on a vu dans le reportage un monsieur qui disait, je crois que c'est le président des PME qui disait si l'accès au crédit devient un problème, le financement de l'économie devient un problème, c'est cela? Tout à fait, parce que le crédit c'est le financement de l'économie. Alors s'il y a des difficultés à accéder au crédit, ça veut dire quelque part qu'il y a des difficultés à créer autant d'emplois qu'on en a besoin. Il y a des difficultés à créer autant de richesses qu'on en a besoin. Donc tout simplement, il y a des difficultés à financer l'économie à hauteur de soi. Messieurs, madame, on va regarder cette première infographie qui va nous amener à parler du poids des PME. Donc les PME représentent 90% du tissu économique en Afrique et pourvoient entre 60 et 80% des emplois pour une contribution de 40% du PIB régional, donc PIB continental. Monsieur Tal? Oui, tout à fait, parce que ces derniers temps, nous avons quand même assisté à une floraison des PME. Notamment, il y a beaucoup d'initiatives en termes d'accompagnement, d'abord pour la création des petites et moyennes entreprises et industries. Et il y a beaucoup d'initiatives également en termes d'accompagnement, en termes d'appui financier, notamment au niveau des structures étatiques et au niveau également des institutions financières. Donc je crois que beaucoup de banques ont quand même ouvert des fenêtres de financement de PME. Au niveau des IMF également, les institutions de microfinance également, surtout au niveau de la KSE, parce que nous, depuis notre création, nous nous sommes quand même positionnés sur le financement des petites et moyennes entreprises. Donc la contrainte, la véritable contrainte qui existait en la matière était quand même la formalisation de ces PME-là, parce que beaucoup ont des initiatives de projets, mais en réalité, les gens ne sont pas très motivés à aller vers la formalisation de leur entreprise. Donc c'est pourquoi à la KSE, depuis la création, nous avons mis un système en place
Pour les obliger à se formaliser. Pour les obliger à se formaliser. Non, bon, pas avant, parce que, comme vous l'avez dit, ça veut dire que nous finançons les deux secteurs d'activité. Le secteur formel et informel. Mais nous avons mis un système en place. Pour les inciter alors. Pour inciter ceux qui sont dans le secteur informel à aller vers le secteur formel. C'est pourquoi notre mode opératoire a consisté à mettre en place un système de crédit graduel. C'est-à-dire un système de crédit graduel qui consiste à commencer avec un petit montant de crédit. Une entreprise qui est au démarrage ou quelqu'un qui déjà il mène une activité génératrice de revenus, mais en réalité ce n'est pas une structure formelle. Donc on peut lui donner un petit crédit de 500 000, 600 000, 1 million, 1 million 500 000. Donc pour lui permettre quand même de gérer son entreprise à petite taille. Donc au fil du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, l'entreprise va croître et lui-même en tant qu'entrepreneur, il va acquérir des expériences. Donc la caisse peut augmenter le niveau de financement progressivement. Donc mais à un certain niveau, on exige à ce qu'il nous amène les impôts, le NIF, l'agrément d'exercice, et même plus tard on exige même à ce que il fasse le bilan de l'entreprise, qu'il certifie ses états financiers pour déposer au niveau de la caisse pour avoir quand même pour pouvoir bénéficier de financements conséquents. Donc ça c'est le système que nous avons mis en place dès la création de la KSE. Donc en termes d'initiatives également publiques, l'État a mis en place l'Agence pour la promotion des investissements qui a actuellement, c'est-à-dire qu'au même endroit, vous vous présentez et vous pouvez créer votre entreprise. Le guichet unique, voilà, au niveau des guichets uniques. Tout à fait. Donc tout ça, ce sont des mécanismes quand même qui ont facilité un peu la création des entreprises. Donc ce qui fait que ceux qui sont intéressés à formaliser leur entreprise, il suffit de les envoyer vers l'API pour formaliser et puis créer leur entreprise. Monsieur Diko, ces données de la Banque mondiale qui concernent l'Afrique, on peut les ramener au Mali? On peut dire que c'est la même chose, c'est le même poids quasiment que les PME ont dans l'économie nationale? Tout à fait, c'est pratiquement les mêmes données. La situation du Mali est très similaire à la situation globale de l'Afrique telle que présentée ici concernant le poids des PME. Et une donnée d'ailleurs concernant l'Union monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, dont nous sommes membres, concernant le déficit de financement des PME, selon une étude réalisée par AFC du groupe Banque mondiale en 2021. Je l'ai retrouvé dans un rapport du PNUD. Alors, qui estime le déficit de financement des PME autant qu'elle représente dans l'économie à environ 45 à 50 milliards de dollars américains. Donc soit environ 27 à 30 000 milliards de francs CFA. On va justement voir tout à l'heure certaines données, notamment celles relatives aux besoins financiers des PME en Afrique et dans le monde. Madame Traoré, tout à l'heure, M. Tal et même M. Diko parlaient de la formalisation, parlaient de cette étape où on quitte du côté embryonnaire pour évoluer. J'imagine que vous êtes passé par là avant d'être aujourd'hui là où vous en êtes. Comment s'est fait justement ce processus-là? Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés à ce niveau, surtout avec l'API, avec le Women Business Center qui est au sein de l'API qui est dédié aux femmes. Exactement, qui est dédié aux femmes et qui permettent aux femmes de se formaliser en 3 jours avec le guichet automatique. Et effectivement, avant de commencer nos activités, nous sommes formalisés en premier lieu parce qu'on voulait tout faire dans les normes et donc vous n'avez pas d'abord commencé dans l'informel à attendre 2, 3, 10 ans comme certains? Nous avons fait le chemin contraire, si on peut le dire. Donc nous nous sommes enregistrés en 2019, précisément en octobre 2019, et c'est en 2020 qu'on a commencé avec nos activités. Très bien, donc on va voir cette autre infographie qui va nous amener à parler des principaux obstacles au développement des PME. Parmi ces obstacles, on peut juste en citer 2, c'est vraiment les principaux. Le difficile accès
accès au marché, le difficile accès aux sources de financement. On parle de 90% des PME qui disparaissent 5 ans après leur création. Monsieur Dicko, la triste réalité, elle est là. Il y a plein de PME, il y a plein d'entreprises qui se créent, mais dans le même temps, il y a plein d'entreprises qui meurent. C'est une réalité qui ne concerne pas que le Mali, mais c'est vrai que le chiffre est beaucoup plus important ici. Cela peut tenir aussi à la faiblesse des dispositifs d'accompagnement des PME. Je pense qu'il est important de doter les PME de kits de formation, de guides de bonnes pratiques en matière de gestion d'entreprise, en matière de technique commerciale, en matière de gestion financière, dès le moment où elles s'enregistrent au niveau de l'API Mali. Donc ça, c'est très important. Mais au-delà de cela, il y a d'autres facteurs effectivement qui concourent à cet état de fait. Le fait que les entreprises ferment très tôt, ça tient aussi à la qualité des ressources humaines, parfois, la difficulté d'avoir les profils qu'il faut pour gérer, également le problème de financement. Mais c'est une erreur de mettre en fait cette statistique-là sur le dos du problème de financement. Pourquoi ? Parce que le financement, en fait, suit. Naturellement, quand on crée une entreprise, ça veut dire qu'on compte déjà sur un financement, au moins pour démarrer. Alors, si on démarre bien, normalement, sur la base des débuts, on peut obtenir un financement pour développer les activités. Donc, si on finance dès la phase amorçage, ça veut dire qu'on n'avait pas bien planifié, en fait, son chemin. Moi, je ne partage pas cela. Pour moi, le financement, c'est l'essence, en fait. C'est l'essence qui fait avancer la voiture. Et tant qu'il n'y a pas de financement, on ne peut pas assurer la ressource financière. On ne peut pas assurer l'approvisionnement du marché en produits. Et on ne peut même pas assurer la vente. Et c'est vrai que nous avons besoin de financement, mais une autre partie du financement, c'est également la vente des produits. Et il faut un minimum. Et nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de financement. Il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui ont des projets innovants, des projets qui peuvent créer des impacts, des projets qui sont très porteurs. Mais pour un début, ils ont des problèmes. Ils n'ont même pas de fonds d'amorçage pour démarrer une activité, encore moins se formaliser et puis aller vers les institutions financières. Donc je pense que cette couche de la société également doit être considérée par les institutions financières également. On ne peut pas tout lier au manque de financement en réalité. Parce que généralement, pour mettre en place une entreprise, nous avons chaque entrepreneur élabore déjà un plan d'affaires. Et le plan d'affaires doit identifier les sources de financement qui doivent soutenir l'entreprise. Mais la véritable contrainte que nous rencontrons, surtout nous-mêmes en tant qu'institution de microfinance, le problème que nous rencontrons, c'est que généralement, c'est des plans d'affaires qui ne sont pas en réalité même maîtrisés par le promoteur lui-même. Parce qu'il faut que le promoteur même c'est-à-dire maîtrise son propre plan d'affaires, qu'il soit prêt à mettre en œuvre ce plan d'affaires. Donc, il y a des sources de financement qui sont indiquées dans le plan d'affaires et qui permettent à l'entreprise, il y a même un schéma de croissance, c'est-à-dire il y a un compte d'exploitation à suivre, il y a tout un processus qui est déterminé dans le plan d'affaires. Si le plan d'affaires n'est pas suivi par l'entrepreneur, c'est le premier mobile d'échec. Parce que c'est sûr que ça va être un pilotage à vue en fait. Donc l'entreprise ne va pas fonctionner comme souhaité. Maintenant, il y a la question de ressources humaines aussi. Les promoteurs eux-mêmes. Parce qu'au Mali, la difficulté majeure que nous avons, c'est que nos entreprises sont souvent confondues à nos personnalités. Nous-mêmes, au niveau de la KSE... Tant qu'on est là, l'entreprise vit, voilà, si l'entreprise... Mais après nous, on peut y mettre une croix. Justement, la vie de l'entreprise est liée à la vie de la personne. Nous-mêmes, au niveau de la KSE, souvent, quand on demande à certains d'aller ouvrir un compte au nom de l'entreprise, généralement, c'est un compte individuel qui va ouvrir parce qu'il se dit que... Donc ça, c'est comme si vous assimilez le compte de l'entreprise à votre compte personnel. Donc, alors que... Donc, il faut faire cette... en termes de gestion, voilà. Ça veut dire que l'entreprise doit être gérée de façon autonome. Mais la caisse de l'entreprise ne doit pas être comme la poche du promoteur. Donc, il dispose des fonds
lorsqu'il le désire et il alimente lorsqu'il le désire. Donc je crois qu'il faut aller vers une professionnalisation quand même du secteur. Donc c'est le grand défi. On voit même plein d'entreprises qui portent le nom des personnes même, accessoires. Ça c'est pas un problème. L'entreprise peut porter le nom même du promoteur, le nom de certains, dont même la gestion voilà, justement, autonome. La gestion doit être autonome. C'est-à-dire que au moins il faut mettre une structure minimum de gestion au niveau de l'entreprise. Et l'entreprise fonctionne avec des principes. C'est-à-dire que si ces principes-là ne sont pas respectés dès le départ, l'entreprise est vouée à l'échec. Donc, quelque part, il y a la question du financement, mais on ne peut pas dire que... Parce que quand on dit 90% d'échecs, les 90% d'échecs ne sont pas forcément liés au manque de financement. Le manque de financement intervient dans certains cas, même si c'est prévu dans le plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires prévoit de solliciter soit un financement bancaire ou un financement au niveau d'une institution de microfinance. Mais si les conditions d'accès à ce financement ne sont pas réunies par l'entrepreneur, donc généralement c'est un gap financier qui est là, qu'il va falloir combler. Donc, si on parle aussi du difficile accès au marché, Madame Traoré. Ce difficile accès au marché, comment est-ce que ça se traduit? C'est le fait que le marché soit saturé, beaucoup de personnes font la même chose, quasiment parfois dans le même périmètre, ou c'est voilà, la clientèle, les affaires qui ne marchent pas très bien, Monsieur Dicko et Madame Traoré? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent parce qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs se lancer dans une activité parce que son ami s'est lancé et que ça marche pour son ami et la personne se lance sans faire d'études de marché, sans vraiment savoir si exactement le produit qu'il va mettre sur le marché sera demandé. Donc il y a ce problème-là. Il y a également le problème de qualité qui se pose. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à produire, juste pour mettre sur le marché un produit et juste pour avoir le titre d'entrepreneur. Et souvent, cela peut porter préjudice. Et il y a également la situation économique actuelle qui est un peu compliquée et ça c'est un peu dans le monde. Le monde se porte pas aussi bien qu'il se portait avant. Oui, je partage ce qu'elle vient de dire. Ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que je considère aussi qu'il y a un déficit en termes de promotion du consommé local. Si je prends les menuisiers par exemple, que ce soit en bois ou métallique, ils font de très bonnes choses. Mais quand on prend les grandes entreprises, elles préfèrent acheter les meubles importés. Alors là, ça rend difficile également l'accès au marché pour nos PME. On va voir cette autre infographie qui va nous amener à parler du déficit de financement des PME en Afrique et dans le monde. Commençons par le monde. On parle d'un déficit de 423 billions 500 milliards de francs CFA. Donc en dollars, ça donne 700 milliards de dollars. Ça, c'est le besoin en financement des PME dans le monde. Ramené à l'Afrique, on parle de 200 billions 260 milliards de francs CFA, ce qui veut dire 331 milliards de dollars. Les besoins en financement sont là. La problématique du financement des PME au Mali, en réalité, c'est une problématique qui est générale, qui est continentale, qui est même mondiale. Monsieur Tal. Le besoin de financement est là parce que, vous savez, dans notre contexte actuel, les ressources sont limitées en fait. Donc, alors que les besoins sont énormes. Et surtout qu'actuellement, nous assistons quand même à une floraison de nouvelles entreprises. Donc, chaque entreprise qui vient sur le marché vient quand même avec ses besoins. Et quand on essaie de faire quand même un recueil de ces besoins-là, on constate que les besoins sont énormes. Donc, les institutions financières qui sont sur la place n'arrivent quand même pas à satisfaire tous les besoins. L'Afrique représente une grande part, on voit presque plus de la moitié des besoins au niveau de l'Afrique. On parle de 331 milliards de dollars contre 423 milliards de dollars. Le besoin est plus important dans notre région. Je pense que cela s'explique par le fait, d'une part, que nos économies se dessinent beaucoup plus dans l'informel que dans le formel. Donc l'informel domine dans nos économies, donc ce qui n'attire pas forcément les financeurs. Deuxième chose, c'est que l'écosystème du financement reste à développer en Afrique.
Si je prends le cas du Mali, les principaux financements structurés au Mali institutionnels, c'est la banque, les microfinances, les mésofinances. Mais il n'y a pas de réelle banque de développement des PME, il n'y a pas de banque d'investissement, il n'y a pas de caisse de dépôt et consignation pour drainer toute l'épargne qui dort. Il n'y a pas de structure d'assurance crédit, d'affacturage. Le crédit bail n'est pas développé. Il n'y a pas de fonds de capital investissement, etc. Il n'y a pas de structure formalisée de crowdfunding. Donc tout ceci constitue des dispositifs de financement qui manquent à notre environnement et qui existent ailleurs. Donc ce qui crée un gap de financement à combler beaucoup plus important dans notre environnement qu'ailleurs. Madame Traoré, comment justement, au regard de tout ce que M. Dicko vient de dire, ces manquements, on a les banques qui sont là, on a les mésofinances, on a les microfinances, comment justement avec ces structures vous avez fait pour vous financer? Je sais que vous n'avez pas opté pour le financement au niveau national, au niveau de nos banques en tout cas, et microfinance. Déjà, pourquoi? D'accord. Parce que le taux est élevé. Le taux est assez élevé. Parce que la première fois que j'ai voulu contracter un prêt au niveau d'une institution de microfinance, on m'a parlé de 18%. Et là, quand j'ai fait mes calculs, 18%, c'était assez élevé pour moi. Donc, je me suis mise en fait à chercher des solutions, comme l'a dit M. Dicko, des solutions qui existent mais hors de nos frontières, à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, nous avons plus d'options pour les entrepreneurs. Un entrepreneur en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Kenya, n'ont pas les mêmes facilités qu'un entrepreneur au Mali. Et cela constitue un problème pour nous, surtout au Mali. Parce que plus il y a d'opportunités, plus il y aura d'autres acteurs qui viennent dans le pays pour investir et pour amener aussi d'autres mécanismes de financement. Donc nous avons plutôt fait, nous sommes référés sur les mécanismes à l'extérieur qui sont disponibles à l'extérieur pour se financer. Quand vous parlez de les entrepreneurs locaux, donc nationaux, n'ont pas les mêmes opportunités que ceux des pays que vous avez cités, c'est quoi la différence? Quelle est la particularité de ces pays-là par rapport à nous? La première raison qui émerge, c'est surtout la stabilité politique, sécuritaire du pays. L'instabilité là joue sur l'entrepreneuriat, joue de façon graduelle sur toutes les activités. Comment pour ce qui concerne l'entrepreneuriat? Absolument. J'ai eu à discuter avec des institutions à l'extérieur. Ils disent qu'ils ne peuvent pas venir au Mali. Ils ne peuvent pas venir au Mali précisément à cause de l'instabilité. Et cela est valable pas pour le Mali uniquement, mais pour tous les pays où il n'y a pas la stabilité, où les réalités politiques sont un peu plus diverses. On va voir cette infographie sur le paysage bancaire en zone UEMOA. On parle donc ce sont des données de 2022. On parle d'un paysage bancaire où on a 14 banques au Mali, 3 établissements de finances, donc 17 en tout. Quand on regarde d'autres pays, vous parliez de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal tout à l'heure, on se rend compte que là-bas, il y a beaucoup plus de banques, M. Dicko, au Sénégal également. Qu'est-ce que ça change, le fait d'avoir plusieurs banques dans un pays? Déjà, est-ce que ça change quelque chose, M. Tal? Oui, tout à fait, ça change beaucoup de choses. Parce que déjà, s'il y a un nombre important de banques, les banques n'ont pas les mêmes process. Donc, elles n'ont pas les mêmes produits. Donc, ça fait que généralement, les clients ont le choix. C'est-à-dire, ont un choix beaucoup plus diversifié. Donc, même la question du taux d'intérêt, très généralement, c'est-à-dire que plus le nombre d'institutions financières est élevé, plus quand même il y a quand même un système de concurrentiel qui est là, qui fait que les conditions sont beaucoup plus adoucies d'une institution à une autre institution. Monsieur Dicko? Oui, ça change naturellement. Donc si on avait le double de ce qu'on a, on aurait certainement des taux de crédit, des taux d'intérêt moindres. Pour simplifier, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tout à fait. Et cela tient d'une loi fondamentale de l'économie. C'est la loi de la concurrence. Plus il y a de la concurrence, plus les offres s'améliorent, les conditions s'assouplissent.
chacun cherche à gagner une part de marché intéressante et donc cela se traduit par l'assouplissement des conditions. Et en plus il y a de normes, plus il y a d'offres. En fait, chaque institution dispose de liquidités pour injecter dans l'économie. Et n'oubliez pas que les banques, les microfinances, etc., vivent également des intérêts sur les crédits octroyés à la clientèle. Madame Traoré, justement, vous parliez tout à l'heure du fait que vous, à un moment donné, vous avez dû faire le choix de chercher des financements plutôt à l'extérieur. À ce niveau, comment est-ce que ça s'est passé? C'est quoi, des programmes de financement vers lesquels vous êtes partis? Ou bien ce sont des banques peut-être ivoiriennes, sénégalaises, éthiopiennes et bien d'autres vers lesquelles vous êtes partis? C'est surtout des programmes de financement. Des programmes de financement lancés par les organisations internationales qui visent à promouvoir l'entrepreneuriat vert et qui visent surtout à promouvoir la reforestation, à lutter contre le changement climatique. Donc, tous ces aspects sur lesquels nous travaillons. Je vous invite à suivre ce point de vue qui revient sur la différence qu'il peut y avoir d'une banque à une autre en termes de taux d'intérêt. C'est un point de vue que je vous invite à regarder. Les taux de financement dépendent de 3 facteurs. Donc en fait, il y a 3 composantes. Il y a d'abord l'élément concernant le coût des ressources. Il faut se dire que les mésofinances, c'est vrai que les institutions reçoivent des dépôts du public, mais elles se font aussi refinancer auprès des banques. Donc ça veut dire que c'est des ressources levées au niveau des banques, donc avec un taux déjà relativement élevé pour venir les placer au niveau des entreprises qui expriment les besoins. Le deuxième aspect, ça c'est un aspect fiscal. Quand tu prends les institutions de microfinance traditionnelles, telles que les institutions mutualistes, elles sont exonérées d'impôts, notamment la taxe sur les activités financières. Alors que les institutions de mésofinance qui sont généralement constituées sous forme de sociétés anonymes, elles ne sont pas exonérées des TAF. Donc ça renchérit un peu le coût. Et un dernier élément qui est quand même aussi important, ça c'est la prime au risque. Parce que comme je le disais tantôt, c'est un chaînon manquant. Donc c'était un chaînon qui était laissé pour compte pendant un certain temps par les microfinances et par les banques. Non pas pour rien, parce que c'est un segment qui est relativement risqué. Donc comme c'est relativement risqué, donc il faut une prime de risque. Et cette prime de risque, c'est pour prendre en charge les frais d'étude de dossier, parce qu'il faut un suivi rapproché. Contrairement aux banques, il faut faire un suivi rapproché. Donc qui parle de suivi rapproché parle quand même de coûts en termes de supervision, en termes de levée d'informations, ainsi de suite. Et puis aussi, au niveau des institutions de mésofinance, elles prennent les instruments, les titres précaires, que ce soit les permis d'occuper, les lettres d'attribution, en plus des titres fonciers. Alors qu'au niveau des banques, très généralement, on ne prend que les titres fonciers. Donc tout ça fait que le risque est quand même relativement élevé, ce qui fait que les intérêts peuvent être un peu élevés par rapport aux institutions bancaires. Le législateur a fixé un taux maximum, mais ce taux maximum, ça c'est le taux effectif global. Et pour les institutions de microfinance, donc y compris les institutions de mésofinance, ce taux maximum est de 24% dans l'espace UEMOA. Monsieur Tal, donc c'est cela, il y a des taux qui vont jusqu'à 24% au niveau des mésofinances et microfinances, c'est bien cela? Oui, je crois qu'il faut relativiser un peu cette question de taux. C'est-à-dire que le taux effectif global a été fixé par les autorités monétaires à 24%. Mais on ne doit pas dépasser. Les clients ne comprennent peut-être pas. C'est-à-dire que quand on parle de taux effectif global, il s'agit de toutes les charges liées au crédit. Donc même les frais de dossier. Les frais de dossier, parce que vous savez, au niveau des institutions de microfinance, déjà, dès qu'un client fait une demande de crédit, l'institution, c'est-à-dire les institutions de microfinance, ce sont des institutions de proximité en fait. Donc elles sont plus proches du client que les banques. Au niveau des banques, généralement, vous faites une demande de crédit, le dossier est instruit, peut-être que c'est une interview qui est faite avec le promoteur et puis une visite de terrain.
Mais au niveau des institutions de microfinance, tel n'est pas le cas. Parce que, premièrement, nous prenons des garanties qui ne sont pas des garanties tout à fait fiables. Il faut quand même faire des efforts pour vérifier ces garanties. Donc, au niveau des banques, c'est des titres fonciers. Pour la petite histoire, dès que vous demandez une réquisition pour un titre foncier, généralement, c'est 24 heures. 72 heures maximum. Vous avez la réquisition et c'est en bonne et due forme. Et c'est-à-dire c'est sans risque, sans aucun risque. Mais vous demandez une réquisition pour un permis d'occuper qui doit être peut-être délivré par la mairie. Généralement, c'est des réquisitions, ça peut prendre une semaine ou plus. Et des fois, souvent même, vous vous retrouvez avec des fausses réquisitions en fait qui sont élaborées par... On peut en dire la même chose. Voilà. Les titres fonciers, parfois, c'est des problèmes. Oui, bon, les titres fonciers, c'est le problème, mais les titres fonciers ont moins de problèmes que les garanties que nous prenons au niveau des institutions de microfinance. C'est au moins de la réalisation de la garantie que vous allez vous rendre compte que en fait, vous n'avez rien sous la main. Donc si tout cela concourt dans la fixation du taux d'intérêt au niveau des institutions de microfinance, parce que nous courons plus de risques opérationnels en octroyant du financement plus que les banques. C'est pourquoi... Ce n'est pas parce que aussi vous faites refinancer au niveau des banques? Si, c'est-à-dire que, par exemple, le coût du financement bancaire, nous, quand on se présente à la banque, nous sommes considérés comme un client au même titre que n'importe qui, voilà, que n'importe qui. Peut-être qu'il y a souvent des facilités en tant qu'institution financière, mais en réalité, le taux d'intérêt, quelqu'un l'a dit dans son intervention, c'est entre 8 et 12% au niveau des banques. Les institutions de microfinance sont beaucoup plus, c'est des institutions de proximité, beaucoup plus proches des clients. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de visites de terrain au niveau des institutions financières. Nous accompagnons beaucoup plus les clients, plus que les banques. Donc, c'est pourquoi même le législateur a autorisé à ce que les taux d'usure au niveau des institutions de microfinance soient plus élevés que le taux au niveau des banques. On n'aura jamais de taux un peu bas? Non, si, parce que avant le taux d'usure, ce n'était pas à 24%. Avant, c'était à 27%. Ça a été réduit à 24%. Donc, nous sommes dans un processus de réduction, en fait. Madame a parlé d'une institution qui offre à 18%. Il y a des institutions qui offrent à 24%. Il y en a qui sont à 15%. Donc, mais quand on parle de taux d'usure également, le taux d'usure, ça intègre tous les frais. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. C'est-à-dire que c'est le maximum, on a tout pris. Vous faites une demande de crédit. Voilà, c'est-à-dire depuis la demande de crédit jusqu'à l'autorisation finale du crédit. Donc, tous les coûts, toutes les charges liées au crédit. Mais souvent, au niveau des banques, la communication qui est faite sur le taux d'intérêt, c'est le taux appliqué directement qu'on vous communique. Donc, nous finançons à tel taux. Alors qu'en réalité, il y a d'autres charges quand même, d'autres commissions qui sont payées parallèlement pour la mise en place de crédit qui ne sont pas intégrées dans ce taux-là. Monsieur Dicko. La question du taux d'intérêt est vraiment une question cruciale. Alors, le taux d'usure pour les banques, c'est 15%. C'est vrai que pour les microfinances, les mésofinances, c'est 24%. Pour les banques, c'est 15%. Mais même 15%, effectivement, quand on compare ce taux au taux appliqué dans d'autres environnements, on se rend compte que c'est de loin très cher. Il a été dit tout à l'heure que le taux comprend différents éléments qui interviennent dans la détermination du taux. Je pense que cela a été bien compris. Mais je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, la réduction du taux d'intérêt pour le financement des PME relève de la compétence des autorités politiques et des autorités monétaires. Uniquement? Surtout. D'accord. Surtout. Parce que si on cherche la solution au niveau des banques ou des institutions de microfinance, on va encore insister et perdre du temps. Pourquoi j'insiste sur le fait que ça relève de la compétence des autorités politiques et des autorités monétaires? Des autorités politiques parce que la politique d'endettement du pays joue beaucoup sur le taux d'intérêt. Aujourd'hui, notre État se fait financer à des taux de 6,5% et bientôt peut-être au-delà, on ne sait pas. Et donc ça joue fortement sur le niveau de taux appliqué aux entreprises qui ont un profil risque de loin plus élevé que le risque souverain. Alors ça relève de la compétence des autorités monétaires, donc notamment la Banque centrale,
Parce que qui prêtent aux banques. Donc on parle de 4, 5, 3,5. 3,5. Le taux directeur, c'est 3,5. Le contexte dans lequel nous nous trouvons, par exemple, est caractérisé par des pressions inflationnistes qui ont commencé en 2022, même si maintenant on arrive à les contenir un peu. Mais cette conjoncture a conduit la Banque centrale à augmenter les taux directeurs. Et donc, bon, il y a eu une petite réduction maintenant, et donc on est redescendu à 3,5. Mais pour un rappel, 3,5 en temps normal, c'est le taux de l'épargne réglementée. C'est-à-dire que quand on constitue une épargne sur le livret, au niveau de la banque, on est rémunéré au taux de 3,5. Donc dire que la Banque centrale prête aux banques dans les conditions ordinaires à ce taux, c'est élevé. Et le taux auquel les banques elles-mêmes se prêtent de l'argent est monté jusqu'à 5,5. C'est le taux moyen du marché monétaire, à 5,5. Donc c'est énormément élevé. Et donc la Banque centrale doit fortement jouer sur les taux directeurs afin que le taux moyen du marché monétaire puisse baisser, que les banques puissent se prêter de l'argent entre elles à faible coût, que l'épargne puisse être rémunérée à un taux raisonnable, etc. Et donc c'est tout cela qui permettra d'avoir un taux nominal de sortie raisonnable pour les entreprises. Donc vous voyez que la question, elle est vraiment de la compétence des autorités politiques et monétaires. Une fois que ces autorités auront fait ces efforts-là, elles pourront ensuite demander aux institutions de crédit de faire des efforts également sur leurs marges appliquées à la clientèle. Et également pour compléter le tout, si les clients deviennent bons payeurs, également ça permettra aux banques de jouer sur le taux, en fait de faire baisser le taux, parce que dans l'interview, vous avez entendu tout à l'heure, on a parlé de prime de risque. Ce n'est que la dégradation du portefeuille des banques qui également vient renchérir le coût du crédit. Puisque ce que la banque perd d'une part, il faut qu'elle le récupère d'une autre part. Madame Traoré, vous avez fait le choix de vous faire financer à l'extérieur. On peut avoir une idée des taux? Le taux, c'est 8%. 8% et ça descend jusqu'à 4% en fait. À quelles conditions? À condition de payer normalement sur la période donnée. Et si l'entreprise arrive à payer sur les 2 ans, les trois derniers mois sont exonérés d'impôts. Donc ça d'intérêt. Et ça revient à 4% en fait. Oui. Alors, ça, je suis sûr que c'est dans le cadre d'un programme spécifique. Il faut reconnaître que dans notre environnement, les jeunes sont soutenus à travers des programmes comme le FACEJ, comme le PROCEJ, comme le projet FIER. Et donc, c'est des programmes qui permettent effectivement aux entreprises portées par les jeunes d'accéder au financement à coût réduit. Donc, il est important effectivement d'encourager ces genres de programmes. Ce sont ces programmes-là aussi qui permettent un peu d'équilibrer la balance, je vais le dire trivialement. C'est ça. Nous marquons une courte pause, on se retrouve dans une poignée de secondes. Nous allons revenir sur cette question. Comment faire en sorte que les PME se financent de façon, on va dire, beaucoup plus, à un moindre coût, on va le dire ainsi. On se retrouve dans une poignée de secondes. Merci de suivre Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est microfinance et mésofinance, le pari des PME. C'est une question. Et pour y répondre, j'ai 3 invités sur le plateau, dont notre invité principal, Monsieur Tidjani Amadou Tal. Il est le directeur général de KEC. Juste en face de lui, nous avons 2 autres invités. Nous avons le spécialiste en finance, Monsieur Amidou Diko. Merci, Monsieur Diko, d'être resté sur le plateau également. Madame Rokiatou Traoré, elle est la promotrice de la start-up Hero Alliance. Madame Traoré, merci d'être restée sur le plateau. Je vous invite à regarder cette infographie, Madame, Monsieur, qui va nous amener à parler de la subvention des PME 2023.
2023 de la Banque africaine de développement envers les femmes du Sahel. On sait que les femmes sont les plus touchées en matière de financement des PME. Madame Traoré, vous allez nous dire pourquoi. On parle d'un financement de plus de 574 milliards de francs CFA pour les pays qui sont à l'écran, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Madame Traoré, c'est une question dont on a déjà parlé, mais peut-être rafraîchir nos téléspectateurs. Quand on parle de difficile accès au financement des PME, on dit que les femmes sont beaucoup plus impactées. Pourquoi? Parce que déjà les femmes représentent la couche la plus vulnérable dans le pays, surtout au Mali. Et cela est dû au fait que les femmes ont difficilement accès à la terre. Et quand on parle de garantie, M. Tal l'a évoqué, le titre foncier. Pour avoir un titre foncier, il faut déjà avoir un terrain, passer par les différentes procédures pour aller à ce niveau. Il y a également le fait que socialement, la femme est un peu défavorisée. Parce que lorsqu'une femme entreprend, elle n'est pas mariée, elle commence à entreprendre. Et dès qu'elle commence à se marier, à avoir une vie de famille, une vie de couple, donc cela agit également sur son entreprise, sur sa productivité. Et tous ces aspects sont regardés par les institutions financières. Et il y a également le fait que les femmes, même il y a une inégalité sociale qui ne dit pas son nom, surtout quand il s'agit d'avoir accès à des opportunités d'investissement, des opportunités de financement. Et il y a de plus en plus de programmes qui encouragent la participation des femmes, qui donnent plus de pourcentage aux femmes dans les programmes. Mais malheureusement, il y a aussi l'offre n'est pas satisfaite parce que souvent il y a un manque d'informations. Les femmes n'ont pas assez d'informations pour venir vers ces programmes. Absolument, elles n'ont pas assez d'informations et parfois il y a aussi la compétence aussi qui peut agir. Monsieur Diko, Monsieur Tal, la garantie, c'est vraiment un frein dans nos pays. Et là, je ne parle pas nécessairement du Mali, surtout les pays du Sahel. Quand on regarde ces données, la garantie au niveau des hommes, mais surtout au niveau des femmes. Vous, en tant que surtout au niveau des femmes, parce que vous savez, il y a une contrainte structurelle au Mali. Généralement, même pour acquérir une parcelle, on pense que c'est l'homme qui doit acquérir. Donc il y a de ces femmes, même si elle achète des parcelles, elle met ça au nom de son mari ou au nom de son enfant. Donc ce qui fait que, en tout cas, c'est lié à notre culture. Donc ça constitue quand même un véritable frein au niveau des femmes, en tout cas en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Donc également, notre culture aussi ne permet pas à ce que la femme se mette devant, parce que ça joue beaucoup, hein. C'est-à-dire que mentalement, même sur les femmes, se mettre dans une posture de leader au niveau d'une entreprise, c'est pas très très fréquent de voir ça dans notre zone. Donc ce sont des contraintes quand même sociales qui sont là et qui font que réellement les femmes sont en quelque sorte marginalisées dans ce contexte-là. Amidou Mais Diko, en tant que spécialiste de la finance et par expérience, nous savons quand même que quand les femmes réussissent, elles réussissent mieux que les hommes. Et en termes de remboursement de crédit aussi, le taux de remboursement des femmes est plus élevé que chez les hommes. On le dit, hein, les femmes ont difficilement accès au crédit, mais quand elles ont l'argent, elles remboursent mieux que les hommes. Monsieur Diko, c'est à cause de ça qu'on a des programmes qui financent, qui ouvrent des portefeuilles uniquement pour les femmes. Tout à fait. Il y a de plus en plus de programmes qui favorisent les femmes à travers des fonds de garantie spécifiques, à travers des fonds de bonification de taux d'intérêt. Tout ce qui contribue à faciliter l'accès des femmes au crédit. Mais en fait, quand on regarde la problématique de garantie, elle a toujours existé pour les PME, lorsqu'il s'agit d'accorder du crédit aux PME. Parce que le risque de non-remboursement est considéré comme plus élevé chez les PME. Et donc la banque, naturellement, quand elle prête,
à une entreprise et donc en l'occurrence à une PME, elle cherche à se prémunir contre ce risque-là par le moyen de la garantie. Et ce qu'il faut dire, c'est que la réglementation, elle incite, voire même elle oblige les banques et les microfinances aujourd'hui à aller à la prudence au niveau le plus élevé. Parce que les fonds qui sont utilisés pour accorder le crédit, ce ne sont pas des fonds qui appartiennent à la banque. C'est les fonds des autres clients déposants au niveau de la banque. Donc, ce qui fait que la réglementation bancaire est très stricte. Donc, la question de garantie, quand on parle de crédit, c'est une question naturelle. Mais heureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a des fonds de garantie. Et au Mali, ici, il y a les fonds de garantie pour le secteur privé, bien sûr, et donc qui enlèvent, sinon soulagent les entreprises de cette épine-là. On va voir ce cas d'école qui va nous permettre de mettre les projecteurs sur un pionnier, celui qui a lancé cette question de mésofinance en Afrique, dit-on. Je vous laisse le découvrir. Considéré comme le visage de la mésofinance en Afrique, Jean-Luc Conan est le fondateur de la compagnie financière africaine Cofina, spécialisée dans la mésofinance et le financement des PME. L'Ivoirien de 51 ans nourrissait ce projet depuis 2008, mais c'est en 2013 que les choses se matérialisent véritablement. S'exprimant lors du lancement du projet, le promoteur de Cofina a déclaré, je cite, « En Afrique, les crédits au secteur privé représentent moins de 20% du PIB, contre 255% aux États-Unis, et seulement 6,4% des PME africaines ont accès au financement. Le déficit de financement des entreprises en Afrique est estimé à 140 milliards de dollars. » Fin de citation. Jean-Luc Conan pense qu'à travers des produits financiers adaptés, la tendance peut être inversée pour, dit-il, rétablir la confiance entre les banquiers et les entrepreneurs. En 2019, le groupe Cofina avait un total bilan de 155 milliards de francs CFA et un encours crédit de 212 milliards de francs CFA en hausse de 34% par rapport à l'année 2018. En seulement une décennie, M. Conan a réussi à implanter sa structure dans 8 pays africains et en France. Titulaire d'un DESS en banque et finance de l'Université Paris Descartes et d'un master en banque et ingénierie financière de l'École supérieure de commerce de Toulouse, Jean-Luc Conan commence sa carrière comme auditeur en 1996 chez Arthur Andersen. Il rejoint ensuite la BNP Paribas puis Citibank avant d'intégrer en 2004 la Barclays Bank. Là-bas, ce spécialiste de la finance pilote la division Afrique de l'Ouest et centrale du département Extended Coverage Countries pour le compte de 17 pays. Après un passage à Ecobank, il est recruté par la banque nigériane United Bank for Africa, UBA, où il occupe entre 2008 et 2013 la fonction d'administrateur-directeur général des filiales UBA Gabon et UBA Sénégal. Jean-Luc Conan a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière, dont le titre de banquier de l'année au Sénégal par The Banker Magazine en 2012 et par Global Finance en 2013. Dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique en octobre 2020, Jean-Luc Conan confiait « C'est l'effigie de ma maman qui figure sur la pièce de 25 francs CFA. Et lorsque ce cliché a été pris, elle était enceinte de moi. Faut-il y voir un signe ?» Jean-Luc Conan, pionnier de la mésofinance en Afrique subsaharienne. Monsieur Tal, aujourd'hui, quand on parle de microfinance, quand on parle de mésofinance, cela a été dit tout au long de cette émission, c'est des programmes qui ont été, en tout cas, c'est des structures qui ont été mises en place pour accompagner beaucoup plus les petites et moyennes entreprises. Mais en même temps, on dit que c'est le secteur où on trouve des taux de crédit les plus élevés. Que faire dans ce cas ? Oui, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est-à-dire que la concurrence quand même joue sur le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt varie d'une institution à une autre institution. Donc, je pense que... Pour votre cas, par exemple, vous êtes, on peut avoir une idée? Bon, au niveau de la KSE, nous, on a même fait mieux parce que nous avons mis en place un système de fidélisation de nos clients. Donc, tout client qui, comme Madame l'a dit, tout client KSE qui déjà acquiert 3 assurances de crédit, nous faisons un rabat du taux d'intérêt de 1 point. Donc, actuellement, le crédit offert au niveau de notre institution a un taux linéaire de 12%. Donc, mais un client qui fait 3 assurances de crédit au 4 ans près, on lui offre
à 11%. Maintenant, pour les cas spécifiques, les cas de crédit programme qui sont accompagnés par des partenaires, parce que comme je vous ai dit, ça veut dire qu'il y a toute une composition quand même, il y a toute une composition, c'est-à-dire une combinaison d'éléments qui entrent dans le cadre quand même de la fixation des taux d'intérêt. Donc pour les crédits programmes, les programmes qui sont accompagnés par des partenaires, nous offrons souvent jusqu'à des taux de 10% ou 9,5%. On sait que pour inciter les banques à financer les PME, la Banque centrale a pris des dispositions en expliquant, en donnant la possibilité aux banques qui ont un portefeuille de PME conséquent de se faire refinancer facilement. Tout à fait. Il y a ce dispositif, c'est le dispositif de soutien au financement des PME, donc en abrégé dispositif PME. Ça va permettre de booster justement ce financement, de créer cette dynamique-là pour financer les PME dans tous les domaines, parce qu'on parle de beaucoup de financement, plus de financement à travers les mésofinances et les microfinances plutôt que les banques. Alors, le dispositif a été lancé en 2018, je crois, en août 2018, dans la plupart des pays membres de l'UEMOA. Malheureusement, il n'a pas connu l'élan qui était souhaité, mais nous espérons que la Banque centrale est en train de voir comment redynamiser ce dispositif-là afin qu'il puisse servir. Parce que, effectivement, quand on regarde, le dispositif il est conçu sur une bonne base. Mais peut-être lors de la mise en place, lors de la mise en œuvre, les différents acteurs ne se sont pas suffisamment appropriés le dispositif, puisque c'est un dispositif qui implique l'intervention des banques, des structures d'appui et d'encadrement, de la BCAO également, et des PME. Et donc, le vrai problème dans le dispositif a été un problème de communication, parce que certaines PME, si vous voulez, ont compris comme si la Banque centrale avait mis de l'argent à la disposition des banques pour distribuer. Et donc, dès lors, ça crée la méfiance. Parce que dans le dispositif, le risque reste porté par les banques. Et donc, la banque finance toujours selon sa façon de faire. La Banque centrale facilite juste le refinancement du portefeuille de la banque après. Mais en cas d'impayé, qui supporte le risque, c'est la banque qui supporte. Donc, c'est ce qui doit être mieux compris par les différents acteurs afin que le dispositif puisse mieux servir les PME. On a compris, les microfinances et les mésofinances ont un dispositif beaucoup plus facile pour accompagner les PME par rapport aux banques classiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire? Bon, je crois que la leçon elle a été comprise. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut aller vers la digitalisation des opérations. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui a déjà été enclenché au niveau de beaucoup d'institutions de microfinance. Donc, beaucoup d'institutions de microfinance sont en train de développer des applications qui fonctionnent sur des téléphones Android et qui permettent aux clients d'avoir accès directement à leur compte, de pouvoir faire des opérations de transfert d'un compte à un autre compte ou d'un compte à un autre non-client de la structure, de pouvoir faire souvent même des achats. Peut-être que si vous devez acheter chez un client qui est en même temps membre de la caisse, vous n'avez pas besoin d'utiliser du cash. Il suffit juste de lui faire un ordre de transfert directement via l'application mobile sur son compte au niveau de la caisse. Donc en tout cas, nous, la solution idéale quand même pour le moment, c'est d'aller vers la digitalisation des opérations. Maintenant, premièrement, le premier impact, c'est que ça va jouer sur les charges de structure, parce que ça va impacter un peu, même s'il y a des besoins d'investissement en amont, quand même en termes d'infrastructure, mais ça va beaucoup jouer, à long terme, ça va beaucoup jouer sur les charges de fonctionnement de l'institution. Et ça facilitera beaucoup la relation client et IMF.
Madame Traoré, d'ici 2030, vous comptez créer un réseau de femmes productrices de 15 000 femmes, c'est cela? C'est cela. D'ici 2030, nous voulons participer à l'autonomisation de 15 000 femmes et les amener à planter 10 millions d'arbres et utiliser ces arbres pour créer des impacts sociaux et transformer les produits issus de ces arbres en produits consommables journalièrement. Et tout cela pour lutter efficacement contre le changement climatique. Et dans cette perspective, nous ne pouvons continuer sans collaborer avec les institutions financières. Vous qui évoluez dans l'entrepreneuriat vert, il y a le financement vert, le fonds climat et bien d'autres fonds qui existent. Monsieur Diko, qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste en finance, vous pensez qu'il faudrait mettre à court, moyen, long terme pour que justement les PME, peut-être que toutes les PME ne pourront pas avoir accès au financement, en tout cas dans les prochaines années, mais pour que le maximum de PME évolue facilement avec le financement? Alors, je pense qu'il est très important qu'on encourage les entreprises aux bonnes pratiques de l'entrepreneuriat, donc à aller vers le formel. Le financement, en réalité, c'est une conséquence. C'est la conséquence de quoi? De la crédibilité de l'entreprise. Et cette crédibilité tient à la qualité du management de l'entreprise. C'est la qualité du management qui oriente l'entreprise et donc qui permet d'avoir une bonne qualité de service, de produits, qui permet d'avoir une bonne politique commerciale, qui permet d'avoir une gestion transparente sur le plan financier, etc. Donc c'est vraiment important que les structures institutionnelles, à commencer par l'API Mali, puissent doter les entreprises dès la création, je l'ai dit tantôt, de kits de bonnes pratiques en matière de gestion d'entreprise. Une fois que cela est fait, vous allez voir que l'interaction entre les entreprises et les banques va être beaucoup plus simplifiée parce que les banques, les institutions de microfinance ne demandent que des interlocuteurs qui sont capables de leur donner des éléments d'appréciation. Et ces éléments d'appréciation ne sont disponibles que lorsque l'entreprise est sur un standard en matière de gestion. Au-delà de cela, je pense aussi qu'on gagnerait à renforcer l'écosystème du financement parce que on a les banques, les microfinances, c'est bien, mais dans d'autres environnements, je l'ai dit tantôt aussi, il y a beaucoup d'autres outils qui servent les PME à différents stades de leur cycle de vie. Je pense notamment aux banques de développement des PME. Il y a dans beaucoup de pays, on est passé par une banque des PME. Le nom même de la banque, c'est Banque des PME. On a besoin de banques réelles d'investissement, on a besoin de fonds d'investissement à différents niveaux. Donc ça peut être un fonds de capital amorçage, un fonds de capital risque, un fonds de capital développement, un fonds de capital transmission et pourquoi pas un fonds de capital de retournement. Le retournement, c'est par exemple quand on est dans une conjoncture comme la conjoncture actuelle, vous allez voir que le problème d'électricité va impacter. Je connais d'ailleurs une unité de production de yaourt qui est fortement impactée par les problèmes énergétiques et qui risque de fermer boutique. Alors que c'est une unité qui a beaucoup d'investissements, qui faisait peut-être autour de 200 millions au moins de chiffre d'affaires par an. Donc un fonds de capital de retournement peut permettre à une entreprise dans une difficulté conjoncturelle comme celle-là d'améliorer sa situation financière. Donc on a besoin des outils comme ça, d'outils de crowdfunding, de plateformes pour permettre de lever des fonds auprès du public. Pourquoi pas une société d'assurance-crédit, une société d'affacturage, développer davantage le crédit bail. Donc on a besoin davantage d'outils également pour combler le gap de financement en faveur des PME. Merci madame, merci messieurs d'être passés sur le plateau. Je rappelle que nous avons donc eu monsieur Hamidou Diko, spécialiste en finance, l'auteur du livre Entrepreneuriat au Mali, ce qu'il faut savoir pour réussir. Merci madame Rokiatou Traoré, entrepreneur verte, promotrice de la start-up Eru Alliance. Merci également monsieur Tidjani Amadou Tal, directeur général de KEC Djigui Sémé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMA.